Bienvenue à toutes et tous. Anna Fauché, je suis directrice et cofondatrice de l'association Let's Food. Et donc, on a co-construit ce cycle de 3 webinaires avec des partenaires que je vais présenter par la suite. Et on a un panel d'intervenants que je présenterai aussi pour ce premier webinaire. Les 2 prochains auront lieu le jeudi 18 et 25 juin et sur la même horaire, donc de 12h15 à 14h. Vous pouvez vous inscrire. Donc, ce cycle de webinaire Parlons viande, cheminer ensemble vers des modèles de consommation durable. Et donc, on est sur ce premier webinaire qu'on a nommé Filière viande et végétale, reconstruire le dialogue pour faire évoluer les pratiques alimentaires et agricoles. Et peut-être vous rappeler un petit peu le contexte et surtout vous présenter les autres webinaires. L'idée, c'est qu'on a travaillé avec, comme je disais, un cercle de partenaires et qu'on avait envie de construire un cycle de webinaires qui permettent d'illustrer un petit peu les différents positionnements et discours des différents acteurs. On a fait un premier webinaire qui est plutôt à destination des acteurs socio-économiques et des acteurs territoriaux, comme je disais sur la question des filières viande et végétales. Un deuxième webinaire qui est plutôt sur la partie restauration collective scolaire et la question du dialogue, qui est le fil rouge de ces webinaires entre les cuisiniers, les parents d'élèves, et réfléchir sur l'introduction des menus végétariens dans la cantine scolaire, qui fait partie de la loi Egalim. Et toujours avec le dialogue et la co-construction en fil rouge, le troisième webinaire qui est plus à destination du grand public, avec l'idée de réfléchir sur comment on peut échanger sur des différentes façons de manger face aux différentes crispations qu'il peut y avoir à la fois en famille, au restaurant. On l'a nommé viande, végétale, plaisir, trouver son équilibre sans culpabiliser ni se faire juger. Et tout ceci est parti, enfin tout ceci, non, les partenaires travaillaient d'ores et déjà, mais nous, en tout cas, côté Let's Food, on s'est interrogé sur la question du dialogue autour de la réduction de la consommation de viande et de l'évolution des pratiques d'élevage, parce qu'on travaille avec des collectivités territoriales en France et à l'étranger, et notamment des PAT, donc projets alimentaires territoriaux et que les questions de viande étaient toujours des sujets assez crispants, crispés. Et on s'est dit, est-ce que finalement, il n'y a pas moyen de réintégrer de la nuance pour justement faciliter le dialogue et faire avancer les choses sans que, en sortant un petit peu des postures des différents acteurs. Euh, vous retrouverez, pardon, cette publication, elle est sur la publication complète est sur notre site internet, tout comme la synthèse. Et c'est de cette publication qu'est sortie l'envie de faire un webinaire, un cycle de webinaires et de s'associer à d'autres acteurs pour élargir un petit peu le débat et unir nos forces pour dialoguer. Pour rappel, nous, on est une association, donc loi 1901, et on accompagne, comme je disais, des territoires dans la construction de systèmes alimentaires durables, résilients et solidaires. Et on s'appuie notamment sur la coopération territoriale et l'échange de bonnes pratiques. Donc, on travaille à la fois sur les territoires, mais aussi à l'échelle nationale, sur des politiques publiques et internationales de partage d'expériences. On fait à la fois de l'accompagnement, mais on fait aussi des publications sur des sujets qu'on a envie de mettre un peu à l'agenda. Par exemple, c'est une publication qu'on fait sur fonds propres qui nous permet de réfléchir sur un sujet et qui nous permet d'outiller les chargés de mission des collectivités territoriales qui sont nos principaux interlocuteurs. Et on fait aussi de la formation et du renforcement de compétences à destination des élus, des acteurs locaux et des étudiants. Et un mot sur les partenaires. Make Our Foundation qui accompagne la mobilisation citoyenne et collective pour faire émerger des solutions concrètes face aux grands défis de notre société et qui organise notamment la Grande Semaine végétale et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est connus. Euh, Intervec qui réunit les acteurs économiques de la filière végétale pour favoriser l'essor d'une alimentation plus diversifiée, durable et accessible. Réseau Action Climat, qui rassemble les principales associations engagées dans la lutte contre le changement climatique et la promotion d'une transition juste.
ALTA, donc Alliance pour les transitions agricoles et alimentaires, avec qui on a l'habitude de travailler, donc qui fédère des acteurs au profil varié qui travaillent ensemble sur les transitions agricoles et alimentaires, et l'Association végétarienne de France, qui accompagne le développement d'une alimentation plus végétale auprès des citoyens, mais aussi des professionnels et des collectivités. Voilà pour les partenaires de ce cycle de webinaires. Et rapidement, donc ce webinaire, on l'a organisé en trois parties. Produire moins la première partie, donc comment accompagner la réduction des cheptels au service des éleveurs, et je présenterai par la suite notre intervenant, nos intervenants. Partie 2 sur les dynamiques territoriales au service du produire mieux, donc réfléchir notamment avec un zoom sur le rôle des collectivités territoriales et des grandes et moyennes surfaces pour justement accompagner ces changements de consommation. Et la partie 3 produire différemment la place des protéines végétales. Donc voilà, produire moins, mieux et différemment, c'est un peu comme ça qu'on a pensé. Les intervenants, donc je ne me représente pas, mais on a invité à présenter, se présenter et à présenter leurs travaux. Donc Silver Dumazel, qui est président chez Transitera, Tiffaine Briand, qui est chargée de mission PAT, donc Projet alimentaire territorial Grand Poitiers, Alizé Marceau, qui est co-animatrice d'Alta, Jessie Baudry, qui nous a peut-être rejoint, qui est cofondateur et chargé de projet chez Interveg, et Arthur Lebert, qui est chargé de mission économie et filière légumineuse chez Terre Univia. Et donc, vous aurez le plaisir d'entendre l'ensemble de ces acteurs-là. Et là, je vais faire appel à Louison, on n'a pas parlé de ça. Ah. Et donc là, l'idée, c'était de vous proposer une petite question pour vous garder éveillé à l'heure de la digestion un peu tôt ou à l'heure de manger derrière votre écran. Et donc de vous faire réagir avec un petit sondage. Donc selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux freins au développement de filières viande et végétales plus durables sur les territoires? Donc on ne donnera pas la réponse, c'est un peu pour sonder où vous en êtes dans vos réflexions. Donc là, je vois que c'est surtout les contraintes économiques des acteurs qui ressortent. Parmi les options, il y a aussi l'accès au foncier agricole, le manque de dialogue entre les parties prenantes, le manque de débouchés ou de structuration des filières, le manque d'accompagnement technique ou financier et les habitudes de consommation. Les contraintes économiques des acteurs et les habitudes de consommation qui arrivent en tête sur la question quels sont les principaux freins au développement de filières viande et végétales plus durables sur les territoires. Bon, bah, on verra ce qu'en pensent nos intervenants. Hop, je continue. Ah oui, vous n'avez pas les résultats, vous. Donc normalement, vous avez les résultats. Je vous les laisse sur les côtés, mais je continue. Donc l'idée, pour commencer, c'était de vous faire une petite introduction et notamment reprendre quelques éléments de la publication. L'idée de la publication, c'était vraiment d'explorer un petit peu les tensions croissantes autour de la consommation de viande et des pratiques d'élevage et d'arriver à outiller un petit peu les collectivités territoriales pour faciliter le dialogue entre des acteurs dont les intérêts sont parfois divergents. Euh, et donc, on s'est basé sur des entretiens, quelques entretiens et surtout de la recherche bibliographique avec l'idée d'identifier des points de blocage et des leviers d'action collective pour dépasser un peu les clivages et trouver des compromis sur les territoires. Et donc, on est parti du constat qu'effectivement, la question de la viande et de l'élevage occupe une place centrale dans les débats sur les enjeux agricoles et alimentaires, que sur les territoires, on s'en saisit pas toujours parce qu'effectivement, ça polarise et ça crée des conflits et des tensions sur des niveaux différents et sur des enjeux différents, qui peuvent être des enjeux économiques, environnementaux, sanitaires, mais aussi sociaux et culturels. Donc, il y a tout un tas de questions qui sont soulevées sur pourquoi c'est si difficile d'en parler et pourquoi autant de tensions. Et donc, je pense que c'est du fait de ces différents défis et notamment des enjeux socioculturels qui fait que euh, ça peut être difficile d'échanger sur les territoires.
Et pour autant, ce que je disais, c'est que ça nous paraît intéressant de remettre un peu de nuance, notamment face à l'urgence de faire évoluer ces pratiques-là, urgence qui a été répétée par différents acteurs scientifiques et politiques sur les scénarios à venir et la lutte contre le réchauffement climatique. Je voulais faire en introduction vous redonner quelques chiffres. Donc l'élevage en France, effectivement, est un pilier de l'économie française. Et Bon, je crois qu'Anna a coupé. Enfin, ça a sauté de mon côté. De mon côté également, ça a coupé. Je vais prendre la suite, peut-être le temps qu'elle revienne. Je suis Louison Lançon, donc je suis la collègue d'Anna. J'ai également travaillé sur cette publication. Donc, en effet, c'est un pilier de l'économie française, de l'agriculture française. On a 197 000 exploitations d'élevage, 44% des terres cultivées dédiées à l'alimentation des animaux. Du coup, il n'y a plus sa présentation. Alors, désolé pour ce petit contretemps. Je vais revenir dessus. Euh, Ouais, c'est bon, on voit ton écran, Louison. Ok, super, merci. Aujourd'hui, à l'échelle française, 87% des élevages sont qualifiés comme intensifs. C'est-à-dire qu'on a une concentration d'animaux d'élevage importante et réalisée aussi en intérieur. 30% des élevages, c'est également un secteur pardon, qui est en difficulté. On a 30% des élevages qui ont disparu entre 2010 et 2020. Donc il y a un enjeu aussi à soutenir la filière. 22% des éleveurs et éleveuses qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc également des enjeux de précarité qu'on essaye de mettre en avant ici. Par ailleurs, l'élevage est important en France, mais il y a une grande partie de la viande qu'on consomme ici qui est importée. Donc il y a aussi une concurrence entre la production française et la production qui vient de l'étranger avec des normes différentes. Euh, Ensuite, des habitudes alimentaires qui évoluent. Donc on essaie aussi d'étudier le pendant consommation. tu peux reprendre. Euh, Vas-y, Anna. Pardon. J'ai Oui, alors, repris, hein. tout Internet s'est arrêté dans mon quartier. Bon, c'est pas de chance. Mais Je te merci, laisse Louison, reprendre d'avoir celle-là. repris. Mais donc effectivement des habitudes. Donc l'idée c'était de vous faire un parallèle entre l'évolution des types d'élevage et les habitudes alimentaires. Et finalement la consommation de France, la consommation de viande en France reste élevée avec une moyenne de 84 kilos par personne et par an en 2020. Et finalement, en fait, on a atteint un pic en 98 avec 94 kilos par an. Cette consommation a amorcé une baisse et elle s'est stabilisée justement en 2013 avant de repartir à la hausse avec une progression de 3% par an entre 2013 et 2022. Et c'est principalement porté par la volaille. Donc ça aussi, c'est montrer un petit peu les nuances en termes de consommation. Donc oui, il y a une augmentation. Oui, ça porte sur différents types de viande et notamment sur le fromage et tous les produits laitiers. Et pour autant, on a des dynamiques nouvelles, donc avec effectivement 24% de flexitariens en France en 2021, 2,2% de végétariens et une augmentation également de végétariens chez les 18-29 ans, donc des nouvelles générations qui réfléchissent encore une fois à nuancer, mais sur de différentes façons de consommer. Euh, voilà, c'est toi qui partages, oui. Merci. Tout ça pour conclure sur le fait que on rejoint en tout cas un certain consensus politique, scientifique et associatif. Et quand on dit qu'il y a des scientifiques et des responsables politiques, bien sûr, vous le savez, mais il y a aussi des acteurs de la filière. Et on a échangé avec un Terbev et je pense qu'il y a aussi un constat au niveau de la filière et il y a des dénominateurs communs sur le fait qu'il faut aller vers une viande de qualité et qu'il faut réfléchir effectivement à ces logiques d'importation et autres. Et oui, je vais. Euh, et pardon.
Et donc, l'idée il y a une urgence, en tout cas, à repenser les modèles d'élevage et à tendre vers des régimes qui privilégient la qualité à la quantité. Et donc, on va s'interroger, il y a plus d'informations, pardon, sur la publication, mais pour être à l'heure et pour m'excuser de ce petit désagrément, on va avancer vers les différents intervenants et donc s'interroger sur trois axes, produire mieux, produire moins et produire différemment. Et si vous le voulez bien, on va juste changer la personne qui partage et je vais reprendre et donner la parole à Silver. Donc, Silver Dumazel, Transitera, c'est une organisation à but non lucratif qui s'est donné pour mission d'accompagner les éleveurs en quête de sécurité économique et de qualité de vie vers des productions alternatives, rentables, durables et résilientes. Et ça nous semblait intéressant que vous puissiez nous présenter vos activités et des retours d'expérience de différents acteurs et agriculteurs et éleveuses avec lesquels vous avez pu travailler sur cette transition. Merci Anna et bonjour à tous. Donc, est-ce que tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît? Merci. Donc, je vais vous faire, avant de parler des solutions, je vais vous faire un petit état des lieux des exploitations d'élevage en France. Et ça va nous permettre de comprendre un peu les différentes tensions qu'il y a dans ce secteur. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, du coup, ce qu'il faut constater en premier, c'est qu'il y a 100 000 exploitations agricoles en France qui ont disparu entre 2010 et 2020. C'est environ 20%, donc une sur cinq qui a disparu. Et ce fait touche en majorité, ou plutôt en tout cas plus majoritairement les élevages que les exploitations végétales, comme tout ce qui est horticulture, arboriculture, maraîchage, céréales, oléopotagineux. Ils sont 3 fois moins touchés finalement que les élevages. Et en bovins seuls, donc les bovins allaitants et les bovins laitiers, il y a plus de un quart des exploitations qui ont disparu en 10 ans. Si on regarde la filière cunicole en particulier, il y a environ 600 éleveurs professionnels qui restent aujourd'hui, comparé à des milliers, en fait, il y a déjà 20 ans. Ça montre vraiment une crise structurelle plutôt que conjoncturelle qui est lente, qui est silencieuse et qui tend à s'accélérer. Prochaine diapo, s'il te plaît. Et donc, pourquoi est-ce que ces exploitations disparaissent? C'est principalement dû au fait que c'est économiquement de plus en plus difficile de tenir ces exploitations. Il y a par exemple 28% des élevages allaitants qui sont en situation financière critique en 2024. Ça concerne aussi beaucoup d'élevages laitiers, en réalité. Et entre 2021 et 2023, il y a eu une véritable tempête sur les charges pour les éleveurs, donc avec une augmentation des charges sur l'alimentation animale, qui compose vraiment une grande partie des charges pour les éleveurs, mais aussi qui touche à l'énergie et aux engrais. Et si on regarde les élevages porcins en particulier, qui sont en fait les élevages où il y a les revenus les meilleurs en fait, comparativement aux autres types d'élevage, il y a quand même une forte volatilité des revenus, puisque parmi les 10% des élevages les plus fragiles, on a seulement 12 500 euros par associé en 2024. Donc ça peut varier d'année en année, effectivement, hein. Mais il y a vraiment une grosse volatilité et une grosse hétérogénéité également entre les différents revenus. Ça peut monter aussi très haut, mais ça peut varier énormément d'année en année, c'est ça qui est important à voir. Et même si ces élevages sont particulièrement productifs, il faut voir aussi qu'il y a une forte dette moyenne chez ces élevages-là, et donc une capacité à faire face à la dette qui peut être très compliquée, avec un taux d'endettement jusqu'à 70%. Donc voilà, même s'il y a des revenus qui peuvent être corrects, ça signifie pas forcément que les exploitations sont solides, ni faciles à transmettre ou à faire évoluer. Une prochaine diapo, s'il te plaît. Donc voilà, donc ce que je viens de décrire, c'est vraiment une réduction des cheptels, puisque les disparitions d'élevage, en fait, ça implique aussi une réduction des cheptels, notamment du cheptel bovin, allaitant et laitier, et du cheptel porcin, et des lapins également. Et en fait, on peut voir que cette réduction, elle est déjà en cours, et se demander ben, comment elle se fait en fait. Et a priori, elle se fait sans accompagnement aujourd'hui.
et ça a des conséquences concrètes pour les territoires et des conséquences écologiques. Excuse-moi, je crois que tu as sauté une slide, il me semble. C'est ça. Donc la réduction des cheptels aujourd'hui, elle est majoritairement subie. Il y a des exploitations qui disparaissent sans transmission ni reconversion. Et ça implique des problèmes sociaux, en fait, avec des familles qui partent sans filet et des actifs échoués, c'est-à-dire en fait que les agriculteurs en général vont investir énormément pendant leur carrière sur les bâtiments, les équipements, le matériel, et ils vont très peu prélever de salaire parce qu'il y a des mécanismes incitatifs en termes de fiscalité. Ce qui fait qu'en fait, ils comptent sur le fait de revendre leur exploitation lorsqu'ils partent à la retraite pour finalement avoir des revenus pendant leur retraite. A priori, leur pension de retraite sera assez faible et du coup, ils comptent sur leurs actifs pour générer des revenus pour leur retraite. Or, ces actifs, en fait, ils tendent à être échoués et donc à perdre de la valeur, ce qui peut causer un gros problème social à l'avenir. Et le dernier point, c'est qu'en fait, bah, ces terres qui changent d'usage, malheureusement, ça se fait sans concertation territoriale. Ce sont des terres qui partent soit en friche, soit qui sont absorbées par des exploitations plus grandes, qui sont récupérées. Mais ça manque de projets territoriaux cohérents, clairement. Prochaine diapositive, s'il te plaît. Voilà, donc tout ça, en fait, a aussi des impacts écologiques clairs. Il y a des effets globalement qui sont positifs en réalité, donc, notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur le méthane entérique notamment, le protoxyde d'azote qui est généré aussi par les déjections des animaux. Un effet qui est souvent sous-évalué, sous-coté, c'est l'amélioration de la qualité de l'air, car la réduction des déjections en fait, des animaux et de l'épandage de fumier, ça implique une réduction des émissions d'ammoniac. Cet ammoniac, il est ensuite transformé en particules fines dans l'atmosphère et peut créer des problèmes de santé importants en fait, dans la population. Donc c'est un problème vraiment important et qu'il faut avoir en tête. Un autre effet positif de la réduction des cheptels, c'est la réduction de l'eutrophisation des eaux et des sols. Donc c'est un apport de nutriments en excès, notamment des nitrates. Euh, voilà. Et enfin, donc, étant donné que l'élevage utilise énormément de terres agricoles, le fait de réduire les cheptels permet également d'accueillir des productions végétales plus diversifiées et plus extensives. Donc, il y a plus de ressources en terre qui sont disponibles. Et notamment avec les terres arables, on peut faire de la culture plus extensive, en particulier en agriculture biologique, par exemple. Un effet positif qui est souvent aussi mis en avant, c'est le fait que les prairies permanentes stockent du carbone, c'est vrai, il faut le dire. Malheureusement, c'est très majoritairement en fait les émissions des bovins ne compensent pas en fait ce stockage. Euh, mais il faut quand même le noter. Donc la biodiversité aussi, quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et peut-être que d'autres intervenants en parleront dans d'autres présentations plus tard. Prochaine diapositive. Voilà, donc maintenant qu'on a présenté un peu cet état des lieux, voilà, on sait qu'il y a, et c'est important de le dire, donc il y a cette réduction des cheptels qui est déjà en cours. Donc il faut savoir bah, comment l'accompagner, puisque c'est la question qu'on pose, c'est pas vraiment faut-il réduire ou pas, c'est vraiment comment accompagner cette réduction qui est déjà là. Et du coup, on peut voir un peu, on va s'intéresser aux différents cas que Transiterra a accompagnés et notamment à comment ils ont consolidé leur exploitation. Voilà, donc Eric, c'est le premier cas. C'est un éleveur qui est dans le Val d'Oise et qui a diversifié son exploitation. Il est parti d'un élevage laitier et quand on l'a rencontré il y a 2 ans, il était encore dans cet élevage laitier qu'il a progressivement arrêté. Il a arrêté la production laitière parce qu'en fait, il n'avait plus suffisamment de revenus avec cette production, tout simplement. Et il avait beaucoup de mal en fait à équilibrer son temps de travail et sa vie de famille à cause des traites qui étaient quotidiennes 2 fois par jour. Donc on l'a orienté vers une pension pour chevaux qui a très bien fonctionné. Il a très vite trouvé beaucoup de clients puisqu'il est en région parisienne. Il avait gardé quelques vaches on a donc facilité avec lui un contrat avec la ville de Cergy pour mettre ses vaches en éco-pâturage, ce qui lui a apporté des ressources en plus. Et il a maintenu les cultures qu'il avait également, donc l'orge, le blé et les betteraves. Pour Eric, c'est vraiment un cas voilà, tout gagnant. Il a pu maintenir en fait une base agricole et pu diversifier ses activités et donc être plus résilient. Prochaine diapo, s'il te plaît.
Donc, pour le cas de Charlotte, elle, donc c'est en Bretagne. Alors, Charlotte, elle a donc commencé en élevage laitier et elle avait du mal également à générer suffisamment de revenus. Donc, elle s'est dirigée d'elle-même en fait vers un camping à la ferme, de l'agritourisme, où elle accueille des familles et de plus en plus des groupes dans ses tipis, dans ses roulottes. Elle continue aussi à produire du foin. Elle fait de l'ostéopathie animalière et elle a un projet pour produire des plantes médicinales. Donc, elle arrive en fait avec tous ces différents projets à composer en fait une diversité de services et de production. Et sa particularité, c'est qu'elle a vraiment un ancrage territorial très fort, puisque en fait, elle s'adresse vraiment aux familles qui sont notamment en Bretagne. Il y a également des familles qui viennent d'autres régions, évidemment. Mais ça fait qu'elle est, voilà, c'est une famille qui est présente sur le territoire, qui exploite ses terres. Et elle a également des animaux avec elle qui sont simplement en pension, donc des chevaux percherons et des vaches, et qui contribuent en fait à élever la valeur du lieu et à faire que les familles et les personnes qui viennent au camping sont généralement ravies en fait d'être vraiment dans une ferme qui est vivante et qui fonctionne bien. Ça, c'est pour Charlotte. On peut passer à la prochaine diapo. Alors Laurent, lui, il est en Vendée, en fait. Donc Laurent, malheureusement, c'est un cas qui a échoué. Et c'est intéressant de voir ce cas également parce que euh, c'est un cas intéressant en partie parce qu'il y a une barrière qui, en fait, qui est assez énorme pour la transition et l'adaptation des fermes, c'est le financement. Donc Laurent était un éleveur de lapins qui avait pour projet de reconvertir ces 4 bâtiments vers la production de champignons, notamment des shiitakes, des pleurotes, des champignons de Paris. Et Laurent, malheureusement, enfin, comme beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs, en fait, était très endetté parce que les bâtiments coûtent cher. Donc, il avait des prêts qu'il devait rembourser. Et malheureusement, au cours en fait, de notre accompagnement, on n'a pas réussi à trouver un acteur qui a pu l'aider financièrement et qui aurait pu nous permettre en fait de développer cette solution dans ces bâtiments. Nous, on était là pour lui pour un accompagnement, on va dire, organisationnel, humain, marketing, mais on n'a pas pu trouver en fait d'acteurs qui permettent de débloquer suffisamment de fonds et d'accéder au capital qui aurait pu réorienter en fait ces bâtiments. Donc, là, on a Laurent en fait qui a arrêté l'exploitation cunicole, donc l'élevage de lapins et qui ne peut plus rien faire avec ses bâtiments en fait. Donc il est parti sur un autre emploi. Et on a perdu du coup des revenus d'une famille, on a perdu une exploitation. Et voilà, c'est une perte nette. Donc c'est intéressant de constater en fait que il y a vraiment cette barrière qui est très importante et que les territoires pourraient faciliter clairement. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, Jérémy, c'est le dernier cas que je vais vous présenter. C'est un jeune agriculteur qui est sur le point de s'installer dans la ferme de ses parents, en Corrèze. Et lui, il a pour projet, en fait, de reprendre une partie de l'exploitation laitière familiale qui est en bio et de produire du tofu. Donc, il a acheté déjà la machine pour produire ce tofu. Et son projet vise vraiment, du coup, à maintenir pour l'instant, donc déjà, à, à continuer le partenariat, bien sûr, avec ses parents qui sont déjà installés sur la ferme, et à produire du tofu du coup, du semis, en fait, jusqu'à la vente, et du coup, à transformer le soja qu'il produit sur la ferme, quoi. Donc, c'est un projet très intéressant aussi, puisque ça montre en fait qu'on peut produire des protéines végétales sur un territoire qui est généralement très axé sur l'élevage. Et il y a des besoins très spécifiques en fait pour les jeunes agriculteurs qui sont également liés à l'accès au capital. Donc, c'est un cas qui est particulièrement intéressant et qu'on va continuer à accompagner dans les années à venir pour voilà, l'aider à se développer. Prochaine diapo, s'il te plaît. Voilà, donc on voit qu'il y a vraiment un continuum de solutions et qu'il n'y a pas de modèle finalement unique à l'adaptation et à la diversification des élevages. Ce qu'on a pu voir dans ces différents cas, c'est qu'il y a des exploitations on veut qu'elles restent vivantes. On veut maintenir en fait les familles et les emplois sur le territoire. On veut que les terres continuent à être entretenues.
et alimentent en fait l'économie locale. C'est ce qui nous importe. Et on voit qu'il y a des barrières qui sont systémiques, notamment l'accès aux finances, en fait, qui est vraiment très important. On a besoin d'accéder non seulement au capital, mais aussi à un marché. Ce marché peut être soit en filière longue, soit en filière plus territorialisée, avec du circuit court. Ça dépend des cas. On peut aussi faire des mix entre tout ça pour avoir plus de résilience. On a aussi besoin d'un accompagnement de proximité avec des conseillers agricoles qui sont formés à ça, qui savent comment diversifier, adapter les bâtiments s'il y a besoin. Et tout ça repose aussi sur la confiance des acteurs, évidemment, puisque les agriculteurs ont tendance à, bien sûr, écouter beaucoup plus les conseillers agricoles auxquels ils font confiance. Donc, on a besoin aussi d'avoir des cas ambassadeurs à montrer, des cas qui représentent en fait des adaptations de diversification qui ont fonctionné et qui peuvent ensuite beaucoup plus parler en fait aux agriculteurs et convaincre en fait les éleveurs de s'adapter, puisqu'ils vont voir en fait qu'il y a un chemin viable de transition. Voilà, prochaine diapo, s'il te plaît. Et je crois que c'est la dernière. Donc c'est vraiment une diapo sur ce que les territoires peuvent changer, donc un appel à l'action. Évidemment, donc, comme j'en ai beaucoup parlé pendant cette présentation, il y a un enjeu sur la sécurisation financière des transitions. Donc ça peut se faire au niveau des garanties en fait à donner par rapport aux prêts qui sont les prêts privés qui sont contractés. On peut garantir ces prêts et du coup faire que c'est beaucoup plus simple en fait pour une banque. Il y a beaucoup moins de risques en fait à accorder un prêt. On peut aussi accorder des subventions, on peut accorder des prêts bonifiés ou mettre en place un système de contrat tripartite entre des éleveurs, des acheteurs qui peuvent être des collectivités par exemple, et aussi des compagnies, par exemple de restauration collective, etc. Et voilà, et des banques. Donc ces contrats tripartites peuvent très bien fonctionner également. On peut créer des débouchés locaux pour les nouvelles productions. Donc ça, c'est aussi un enjeu très important sur lequel les territoires peuvent beaucoup aider. Et enfin, très important aussi, cette histoire de confiance. Donc être tiers de confiance quand des fois, en fait, les éleveurs, les agriculteurs n'ont plus confiance en fait dans les acteurs institutionnels comme les chambres d'agriculture qui sont censés les représenter. Bon, ils ont besoin d'avoir des voies alternatives. Et c'est là où, en fait, où nous, en particulier Transitera, peut aider. Et les territoires peuvent bien sûr, évidemment, accélérer ce processus. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je peux vous laisser 2 minutes pour peut-être essayer de... Enfin, si vous voulez en poser, vous pouvez aussi les poser dans le chat par la suite. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, merci beaucoup pour d'avoir aussi rezoomé sur les compétences, sur les leviers qui pouvaient être activés à l'échelle locale. Et donc, on imagine un peu comment les collectivités territoriales peuvent se saisir de ce sujet et quelles sont les nouvelles compétences nécessaires à systématiser un petit peu sur les territoires pour accompagner cette transition, parce qu'effectivement, aujourd'hui, elles sont peut-être pas encore installées. Euh, est-ce que vous voyez d'autres acteurs à mobiliser ou qui seraient particulièrement pertinents à mobiliser? Ah bon, il y a d'autres questions. Sur les territoires, mais moi, c'était plutôt la question quels sont les freins au niveau des éleveurs pour qu'ils justement viennent vers vous chercher cet accompagnement et cette transition. Et après, on pourra prendre les 2 questions suivantes. Hmm. Euh, pour synthétiser rapidement, en fait, ça va être vraiment 4 types de freins qu'ils rencontrent. Euh, mais un des freins, je pense que ce que je peux appuyer un petit peu plus et dont j'ai pas trop parlé, c'est vraiment le fait d'avoir un peu une désirabilité en fait à changer. Le fait de vraiment voir qu'il y a un chemin viable, mais aussi que ce chemin est accepté en fait par les autres. Donc c'était un peu une validation sociale de leur communauté, en quelque sorte. Et bien souvent, en fait, on a constaté qu'ils ont peur en fait du regard des autres, du regard de la région de là où ils sont. Ça peut être le village ou la région, mais il y a vraiment ce côté où
on a besoin que ces solutions soient acceptables, en fait, qu'elles soient désirables, acceptables. Et ça, c'est souvent sous-estimé, en fait, en termes de frein. Bien sûr, il y a l'aspect des finances, l'aspect des compétences et des connaissances qu'ils doivent avoir, qui sont aussi des gros freins. Mais l'aspect social est souvent aussi très important. Il fallait le mentionner, quoi. Merci beaucoup. Et donc, je vais... Ah oui, pardon, vous pouvez mettre vos questions directement dans le chat, ce sera plus facile. Et je vais prendre les questions dans l'ordre, puisqu'on a jusqu'à 13 heures avec Silver. Donc, quelles conséquences de ces reconversions parfois partielles, complémentaires, sur la charge de travail des agriculteurs et éleveurs? Merci Benoît pour la question. Oui, alors, par exemple, dans le cas d'Eric, qui a transitionné de l'élevage laitier à une ferme diversifiée avec de la pension pour chevaux, des productions agricoles et de l'éco-pâturage. Donc pour lui, ça a été vraiment une transformation assez radicale, puisqu'il avait des journées où il travaillait vraiment énormément, des semaines de 70 heures, etc. Et il est passé en fait à un modèle où il a une source de revenus beaucoup plus prévisible, avec des pensions pour chevaux. Donc il a, donc suivant les mois, ça dépend, mais entre 25 et 30 chevaux qui sont accueillis sur ces pâturages. Et donc, du coup, il a un revenu qui est bien plus stable et qui lui permet de travailler, on va dire, dans des créneaux horaires qui sont beaucoup plus acceptables pour avoir une vie de famille à côté. Donc ça, clairement, pour l'aspect social et vie de famille, ça a vraiment transformé sa vie. Et également pour l'aspect économique, honnêtement, cette prévisibilité des prix, là où avant il dépendait vraiment de ce que l'industriel lui payait, c'est vraiment très différent. Il a repris le contrôle en fait du prix, ce que devraient faire tous les producteurs en réalité, hein, mais qui est malheureusement dans le monde agricole est beaucoup trop rare, quoi. Merci. Alors, la question de Justine, on y a un peu répondu, donc je vais prendre celle de la suivante, mais c'était comment accompagner les éleveurs dans l'acceptation de la nécessité de se diversifier et de s'adapter. Donc, on a un peu parlé des freins, mais peut-être que tu pourras nous préciser quels sont les arguments, même si on les voit un petit peu sur la diversification et la Hmm. qualité de vie. Une autre question, est-ce que Transitaire accompagne les élevages vers une transition des pratiques vers l'agroécologie, vers des cheptels plus petits, une diversification, ça on l'a vu un peu, équilibre agro-silvo-pastoral, autonomie énergétique? Hmm. D'accord, deux questions intéressantes. Sur la première partie, donc, on a parlé de l'aspect social et économique, donc plus de temps, plus d'équilibre entre vie perso et vie professionnelle, et aussi plus de revenus, des revenus notamment stables. Il y a aussi un aspect résilience en fait qui est très important et qui leur parle de plus en plus. En fait, tous les agriculteurs de manière générale, sont inquiets du changement climatique. Ils sont très intéressés en fait d'avoir des solutions d'adaptation à tout ça. Donc c'est un aspect en fait voilà, qui va de plus en plus l'intéresser clairement. Et ils savent très bien en fait que diversifier leur production et leurs services, ça va leur permettre de voilà, pas mettre tous les œufs dans le même panier et être plus résilients au final. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très important et qui les motive beaucoup en fait à nous contacter généralement, quoi. Et sur la seconde question qui concerne les pratiques, alors c'est vrai que c'est pas, il y a d'autres associations qui font ça très bien, donc c'est pas vraiment le cœur de métier entre guillemets de Transitera. Nous, on va vraiment être sur l'accompagnement vers des productions plus résilientes et généralement plus vers du végétal ou des services alternatifs, mais pas vraiment vers un changement des pratiques. Il y a pas mal de conseils agricoles et d'autres associations qui sont sur ce créneau et qui sont très bien. Donc on est vraiment plutôt sur une niche, vraiment une transformation des bâtiments pour produire par exemple des champignons. Ça peut être des micro-pousses, ça peut être du chanvre. Voilà, une adaptation en fait en réduisant l'impact climatique et les impacts environnementaux, en particulier vers du végétal, vers des productions alternatives. Merci Sylvain, je vais te poser deux dernières questions et il te reste quelques minutes, 3 minutes. Et ensuite, tu pourras peut-être répondre dans le chat si tu le souhaites, il y en a d'autres. D'accord. Donc, vous parlez de partenariat pour les débouchés avec certains acteurs de la restauration collective. Qu'en est-il de la restauration commerciale? Avez-vous des liens? Et donc, la question d'Émilie, le végétal répond-il aux pressions financières décrites en amont? Restauration Euh, commerciale. d'accord. Ouais. La deuxième question, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît? Végétal répond-il aux pressions financières décrites en amont? Je pense que D'accord. c'est...
Oui, ok, Ok. Bon, je vais répondre de la manière dont je comprends. exactement. Euh, donc, attends, excuse-moi, j'ai oublié la première. La première, c'est que vous avez des liens avec la La restauration commerciale, restauration oui, effectivement. collective. Est-ce que vous Alors, avez des liens avec la restauration commerciale? oui, effectivement. Donc, du coup, ça, c'est très, très intéressant. Effectivement, on n'a pas aujourd'hui de lien avec la restauration commerciale. On essaie de les développer, mais c'est plus compliqué en fait par rapport aux chaînes d'approvisionnement. C'est vrai que en fait, aider à accompagner un élevage, donc c'est avec des volumes au début qui sont faibles, puis qui vont prendre en ampleur. Souvent, en fait, dans la restauration commerciale, on a besoin de sécurité dans les approvisionnements. C'est un paramètre vraiment important. Et du coup, voilà, enfin, c'est pas toujours évident de réunir les deux, en fait, de bien câbler en fait la production des éleveurs et ce qu'attendent en fait la restauration commerciale derrière. Mais c'est quelque chose qu'on essaierait ouais, qu'on voudrait essayer de développer dans le futur, ouais. Et pour le deuxième point, donc sur les pressions, alors j'ai encore oublié. Est-ce que tu peux me la répéter, s'il te plaît? Alors, la question c'est, et peut-être qu'Émilie voudrait la préciser, mais le végétal répond-il aux pressions financières décrites en amont? En gros, Pression j'imagine que financière en amont. Euh, peut-être que est-ce qu'il y a moins de pression sur des filières végétales qu'il peut y en avoir hmm. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de production miracle en agriculture, vraiment, sinon tout le monde s'y mettrait tout de suite. Donc, c'est pas, vraiment pas forcément évident. Quand on va conseiller et accompagner un éleveur, souvent, ça va être vraiment, on va accompagner un cas très précis, on va essayer de comprendre ses besoins à lui et voir en fait bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, peut-être qu'il y a des productions, des services qui l'intéressent plus que d'autres. Donc, ça va vraiment beaucoup dépendre plus de ça en fait que des opportunités sur le végétal à particulière ou des pressions qui sont exercées en amont. Je pense qu'en fait, ouais, ça va dépendre beaucoup du cas spécifique. Il y a des pressions qui sont exercées, mais c'est vraiment plus global et ça concerne autant les productions animales que végétales en réalité. Euh, c'est juste qu'il y a des opportunités en fait dans le végétal et comme nous en fait on essaie de diriger vers des productions qui sont plus résilientes, moins émettrices de gaz à effet de serre, on va aller plus vers ces productions-là. Mais il y a voilà, enfin il y a pas de production miracle clairement. Peut-être Donc c'était voilà, sur la ça question dépend parce vraiment que du cas et oui, elle a précisé les pressions financières sur les éleveurs. Je pense que c'est aussi en termes d'investissement ou autre, enfin, qui seraient peut-être des cultures. ouais. Alors là-dessus, bah, nous, on part vraiment dans un cas donc, du coup, des élevages qui sont déjà en activité. Donc forcément, en fait, ce qu'on va faire, c'est réorienter tous les actifs pour les réutiliser en fait, de la manière la plus optimum possible, quoi. Donc vraiment, il y a déjà eu un investissement qui est colossal en termes de bâtiments, d'équipements, etc. Et notre idée, en fait, c'est de savoir bah, comment réutiliser tous ces équipements, tout ce matériel, tous ces actifs pour produire voilà, des choses qui sont à la fois rentables, résilientes et voilà, plus soutenables de manière générale, quoi. Merci beaucoup, Sylvain. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser via le chat. Et Sylvain, si tu as accès, tu peux y répondre directement en cliquant et répondant. Avec plaisir. Euh, Merci. On va passer à la partie 2 avec donc l'idée de revenir sur ces dynamiques territoriales au service du produire mieux. Et donc, je voulais vous faire une petite introduction. Je ne vais pas me représenter ni représenter Let's Food. Mais juste vous dire qu'effectivement, dans cette publication, l'idée, c'était de réfléchir un peu avec comment on ouvre le débat sur son territoire et avec qui. Et donc, on a essayé de faire ressortir quatre points qui nous semblaient importants pour démarrer justement cet échange et pour peut-être réintégrer justement de la nuance. Donc, effectivement, donner à voir la complexité des enjeux et donc donner à voir toutes les nuances qu'il peut y avoir sur certains clichés ou sur certaines affirmations ou sur certaines postures, pardon. Et pour cela, il faut créer des espaces de dialogue et il faut aussi former les participants avec des ressources qui soient contradictoires et où chacun peut apporter une information vérifiée.
Ouvrir les invitations aussi, et donc ça c'est important parce qu'effectivement, peut-être vous êtes au courant, mais dans les projets alimentaires territoriaux, il y a des espaces de gouvernance qu'il faut créer, et qui font partie des obligations quand on crée, quand on monte une politique publique de relocalisation de la production alimentaire. Euh, et donc, ouvrir les invitations et s'assurer d'une représentativité de l'ensemble des acteurs, et notamment de la présence d'acteurs qui sont moins sollicités. Et donc, c'est vrai qu'on voit parfois dans les instances de gouvernance des acteurs qui sont surreprésentés et qui prennent la parole, qui parlent plus fort. Donc là aussi, c'est tout un travail que de savoir gérer la parole de chacun et s'assurer que même des consommateurs puissent s'exprimer sur des questions d'élevage, sur des questions de réduction de la consommation de viande et que ce soit pas toujours les mêmes qu'on entende le plus. Donc ça peut paraître simple et à la fois c'est très important pour rééquilibrer les échanges. Utiliser une communication adaptée et accessible. Donc ça aussi, c'est ce sur quoi s'interrogent de nombreux territoires. Est-ce que je communique sur mes repas végétariens? Est-ce que je communique pas? Qu'est-ce que ça provoque? Comment on échange avec les éleveurs sur justement ces repas végétariens? Comment on anticipe un petit peu les réactions? Et donc là, on a regardé un petit peu les différents profils et on en parlera dans le webinaire numéro 3 avec Damien Cahin et l'étude qui a été faite quand il était chez Parlons Climat sur les différents profils et les différentes croyances et peut-être comment on s'adresse aux acteurs en mettant en avant des points qui sont importants pour eux et les différents arguments qui permettent de réouvrir les débats justement en sortant encore une fois des clichés et des affirmations dans lesquelles on a tendance à rester bloqué. Et recourir à la médiation. Donc ça aussi, on en a parlé lors des entretiens. Ça peut être intéressant d'identifier un médiateur avec une certaine crédibilité aux yeux des différents acteurs avec qu'on essaie de faire échanger. Donc ça peut être avec un bagage agricole, un bagage technique ou autre. Il faut repérer un petit peu les points d'accroche. Ou quelqu'un qui a, je sais pas, un pied dans le bio, un pied dans l'élevage, je sais pas, bon, mais qui soit en capacité d'ouvrir le dialogue et qui soit une figure qui soit considérée comme légitime par l'ensemble des acteurs. Et donc là aussi, ça peut être une médiation institutionnelle, ça peut être une médiation informelle. Donc on sait qu'il y a des systèmes d'interconnaissance sur les territoires et il y a des gens qui sont en capacité de faire ce travail-là. Ou ça peut être culturel, donc ça peut passer notamment, je sais pas, vers des pièces de théâtre, des podcasts ou autres types de médias qui permettent justement de créer de l'échange et de capitaliser sur ces échanges-là. Donc, il y a beaucoup plus d'informations sur la partie, sur notre publication. Rapidement aussi, je voulais simplement introduire le fait qu'on va faire un petit zoom sur l'ensemble des acteurs qui existent. On va regarder côté consommation, donc les collectivités territoriales qui ont notamment ce rôle de commande publique, mais aussi ce rôle de gouvernance et d'animateur territorial. Et donc, on verra avec Tiffaine Briand du Grand Poitiers un exemple de comment un territoire peut faciliter aussi le dialogue entre tous les acteurs au service du produire mieux. Et on va faire un petit zoom avec Alizé Marceau d'Alta sur la partie grande et moyenne distribution. Donc l'ensemble de ces acteurs, on les a cartographiés, on a essayé de comprendre un petit peu comment ils travaillaient ensemble, donc les acteurs sur les questions d'élevage et de consommation. Vous pouvez retrouver le détail, encore une fois, dans la publication. Et ça permet de se questionner si est-ce que l'ensemble des acteurs sont à la table des discussions et donc permettre cette fameuse représentativité et l'ensemble des représentations, justement. Donc voilà, je disais qu'on va faire ces deux zooms-là. Et peut-être vous dire aussi, donc nous, ce qu'on a fait dans cette publication, c'est identifier, comme je disais, nos cibles, c'est principalement des collectivités territoriales. Mais 7 leviers pour agir sur l'offre, donc plutôt sur la question de l'évolution des pratiques d'élevage, peut-être la réduction, le rééquilibrage du cheptel ou la diversification. Et donc, on en parlait avec Silver, il y a tout un tas de leviers sur lesquels les collectivités peuvent agir. Et on a essayé d'identifier des leviers aussi pour agir sur la demande, bien sûr, via la commande publique, mais pas que. Il y a aussi la question de la sensibilisation des consommateurs, favoriser l'accès économique à une alimentation de qualité pour tous,
accroître la désirabilité des régimes sans protéines animales. Et donc là, on parlait de communication et ça peut être, et ça l'est souvent dans les collectivités, un axe de communication qui est utilisé. Donc tout ceci est à retrouver dans la publication. J'avais fait des petits zooms pour que vous puissiez voir, mais c'est dans la publication. Et donc rapidement sur la grande distribution, et ce sera une petite introduction pour Alizé. Donc bien sûr, la grande distribution a un rôle stratégique parce que 87, elle représente 87% des volumes de vente de viande, 98% pour les produits laitiers. Donc, ils ont une capacité à structurer les filières, à fixer les prix et à orienter la demande, valoriser certains types de produits. Donc, l'enquête de Réseau Action Climat de 2022 a montré que finalement, aujourd'hui, la GMS, grande et moyenne surface, continue de promouvoir la viande conventionnelle issue d'élevage intensif. Or, il y a d'autres acteurs qui sont moins influents parce que peut-être moins de volume, mais qui ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour s'investir pour une production de qualité et une production locale et un soutien aux éleveurs, qui sont les artisans bouchers, les coopératives agricoles, les plateformes logistiques en circuit court ou autres magasins de producteurs, éleveurs, éleveuses. Là aussi, il y a des détails sur les différents leviers des acteurs. Voilà pour moi et je laisse la parole à Tiffaine Briand, donc chargée de mission projet alimentaire territorial et partenaire du projet de l'Atelier des Vallées, qui est un atelier de découpe viande situé sur le territoire du Grand Poitiers. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, tu peux passer à la slide, ouais. Merci. Donc, une petite carte pour vous montrer où est-ce qu'on se situe. Donc, en jaune, c'est la communauté urbaine de Grand Poitiers. Et je vous ai mis cette carte un peu plus large, car ça représente le PAT Centre-Vienne et c'est l'échelle de portage du PAT. Donc, on est trois EPCI réunis. Tu peux passer à la suivante. Merci. Donc là, je vais faire un focus plus spécifique sur le travail de Grand Poitiers. Donc, la particularité de Grand Poitiers, c'est que Grand Poitiers est producteur d'eau potable. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre PAT intervient entre autres sur la structuration de filières qui vont être favorables à la préservation de la ressource en eau. Et on va travailler sur des filières comme le chanvre ou l'élevage herbagé. Donc là, c'est ce dont on va parler là. Donc le PAT, ça va être notre outil qui va nous permettre de mettre autour de la table tous les acteurs du système alimentaire, donc via différentes actions, mais notamment des concertations territoriales. Et c'est ce qui a permis en fait d'identifier les besoins et de mettre en place des projets et des collaborations. Donc depuis depuis la production agricole jusqu'à l'approvisionnement du territoire en produits locaux de qualité. Donc tu peux passer. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né le projet de l'Atelier des Vallées. Donc, c'est un outil collectif d'abattage de volailles, de découpe et de transformation de viande. Donc, là, vous avez la petite frise chronologique. Donc, au départ, en 2018, il y a une dizaine d'éleveurs du territoire Centre-Vienne qui étaient tous engagés dans une démarche d'agriculture durable et en circuit court. Aussi, tous situés sur l'aire de captage de la Varenne. Donc, ils ont tous partagé le même constat. Il y avait besoin d'un outil de découpe et de transformation à proximité de leur ferme et qui soit adapté à leurs besoins. Donc, ils se sont structurés en collectif. Au même moment, les collectivités souhaitaient travailler sur la qualité de l'eau et le maintien de l'élevage herbagé sur le territoire, parce que, donc, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un territoire historiquement d'élevage. Et au même moment, donc, la restauration collective, de son côté, a un besoin croissant en viande locale de qualité pour répondre notamment aux exigences de la loi Egalim. Donc, on a tous ces besoins qui ont convergé progressivement vers un projet commun, donc, qui a abouti à l'Atelier des Vallées, qui a pris la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui a permis de mettre tous ces acteurs-là au sein d'une même coopérative. Et Grand Poitiers s'est associé à cette SIC. Donc, tu peux mettre la slide suivante.
Voilà. Donc là, vous avez un petit aperçu de l'atelier de découpe. Donc là où on en est actuellement, donc là, les travaux vont commencer en septembre-octobre, enfin à l'automne, pour une ouverture qui est prévue en 2018, pardon, en 2028. Donc c'est un atelier de 500 mètres carrés, donc qui aura la capacité de transformer 150 tonnes de viande par an, et donc de travailler sur tous les produits carnés, et puis faire aussi de la transformation de légumes, puisqu'il y aura une petite partie conserverie. Donc, tu peux revenir sur la slide passée. Ouais, voilà, merci. Donc, ce projet-là, c'est vraiment l'issue d'un travail collectif. C'est pas un projet qui émane, qui descend de la collectivité. C'est vraiment la rencontre entre tous ces acteurs-là et leur capacité à construire une vision commune, grâce notamment donc, au dialogue. Et comme vous pouvez voir, ça a pris du temps. Euh, voilà, je veux bien que tu passes. Alors, celle d'après, voilà. Donc ça, le projet d'Atelier des Vallées, c'est un projet qui est très ancré sur le territoire Centre-Vienne. Comme on l'a vu, il y a eu un gros travail collectif qui a été fait pour tisser tous les partenariats sur toute la chaîne de valeur. Et tous ces partenaires, en fait, ils ont tous des intérêts propres. Donc, ça a été vraiment d'assembler tout ça pour en faire un projet qui aille dans le même sens. Donc, on a de la production avec les agriculteurs, un lycée agricole, donc les acteurs de la transformation. Donc, il y a un abattoir qui est à proximité de l'Atelier des Vallées qui est associé. Il a fallu aussi, bien sûr, prendre en considération les autres outils de transformation qui peuvent exister. Alors, pas sur le territoire parce qu'il n'y en a pas, mais à proximité, sur les territoires limitrophes. Donc, prendre en considération cette concurrence. On a également travaillé on travaille avec des acteurs de la logistique. Il y a un réseau, une plateforme locale qui se met en place au niveau départemental qui s'appelle Resalis. On travaille aussi beaucoup sur les débouchés. Donc là, j'ai indiqué les restaurations collectives, mais pas que. Il y a aussi restauration commerciale. Il y a les particuliers. Les bouchers en complémentarité aussi. Et puis, il y a un gros travail aussi avec les acteurs publics qui sont partenaires. Donc là, le département, la région, il y a également l'agence de l'eau qui, a priori, va soutenir financièrement. Donc, ce n'est pas encore validé, mais c'est bien parti dans le cadre de leur travail sur les filières à bas niveau d'impact. Et puis, l'État et l'Europe. Donc voilà, tous ces partenaires ont tous des intérêts propres. Et donc, notre rôle aussi en tant que collectivité, c'est vraiment orchestrer tout ceci, prendre en compte tous ces intérêts. Prendre en compte les intérêts qui vont être convergents, mais aussi les intérêts qui vont être divergents. Donc, il y a aussi tous les acteurs. On a cité les possibles concurrents, les autres outils existants. Mais donc, voilà, il faut prendre en compte tous les acteurs qui sont susceptibles d'être impactés par le projet. Donc, on est souvent interrogé en tant que collectivité sur la concurrence justement entre les outils privés et un outil qui va bénéficier largement d'un accompagnement public. Donc, il s'agit pour nous de bien comprendre les préoccupations, expliquer le projet et ses objectifs, en quoi aussi, et chercher plutôt des complémentarités plutôt que des oppositions. Donc, on veut pas, voilà, c'est vraiment un gros travail à faire en parallèle du projet plutôt opérationnel. Donc, tu peux passer à la partie suivante. Donc, notre rôle va être donc bien sûr technique et financier, puisque là, en l'occurrence, je ne l'ai pas précisé, mais on est maître d'œuvre. Donc, c'est Grand Poitiers qui porte le construit, enfin la partie bâtie, le financement, et louera ensuite à la SIC le bâtiment. Et ensuite, c'est la SIC qui porte les investissements en équipement. Donc, il y a ce travail-là. Donc, et nous, on a fait ce choix a été fait parce que les éleveurs n'auraient pas eu la capacité d'emprunt pour un tel coût d'investissement. Ensuite, il y a une grosse partie où nous, on va faire un accompagnement technique, donc tant sur la partie, on va dire, production, sur les aires de captage avec l'accompagnement à la transition écologique, mais aussi on va être sur la phase aider à structurer, sécuriser les débouchés, faire le lien entre la production et les débouchés, notamment la restauration collective, pour faire évoluer les pratiques des deux côtés, de manière à ce que la rencontre puisse se faire.
Par exemple, la semaine prochaine, on organise un atelier technique avec la restauration collective et les éleveurs bovins pour travailler sur la répartition carcasse et être opérationnel en 2028 à l'ouverture de l'atelier. Donc ça, c'est un gros travail qu'il faut qu'on mette en place pour qu'ils puissent acheter des carcasses entières. On va aussi avoir un rôle, comme le disait Anna, donc d'animateur, donc d'animation territoriale. Une grosse partie de notre travail, ça va être de mobiliser les acteurs qui ont un intérêt pour le projet. Donc là, il y a ce collectif, mais l'idée, c'est que ce soit un projet qui reste ouvert et intégrer d'autres acteurs qui souhaitent rejoindre le projet en cours de route. Mais notre rôle aussi, ça va être de s'assurer du respect des valeurs du projet, re-questionner régulièrement les valeurs, mais aussi formaliser en fait les règles partagées. Donc là, on a travaillé, on continue à travailler. D'accord. On travaille sur l'élaboration d'une charte de valeurs et d'un cahier des charges d'élevage qui permettent de formaliser les engagements du collectif autour d'une viande locale issue de systèmes herbagiers durables. Et donc, ce cahier des charges permettra d'avoir des élevages qui soient en cohérence avec les politiques territoriales de l'eau et les attentes qualitatives de la restauration collective. Et puis enfin, notre rôle, ça va être aussi d'élaborer des communications ciblées auprès des différents acteurs du territoire pour les sensibiliser justement aux enjeux de la préservation de la ressource en eau et le lien avec l'élevage durable. Ce n'est pas forcément un lien qui se fait automatiquement. On va penser plutôt à l'impact néfaste de l'élevage sur un territoire. Or là, ce qu'on veut vraiment défendre, c'est l'importance de préserver les prairies et l'élevage herbagé. Donc, on va participer à différents événements sur le territoire et on travaille aussi à la préparation d'une mallette pédagogique pour intervenir auprès du grand public et notamment dans les écoles. Et ça, c'est un travail qu'on fait aussi en lien avec nos collègues de l'eau et de la biodiversité pour vraiment avoir tous les services qui travaillent dans le même sens sur ce sujet-là. Donc, à travers l'expérience de l'atelier des vallées, donc le travail de la filière ne se fait pas uniquement autour d'une intervention sur l'outil et le financement. Nous, on va vraiment avoir un rôle, l'importance de garantir un dialogue entre les acteurs qui vont avoir des objectifs, des intérêts qui peuvent être différents. Et donc, le PAT peut être vraiment le cadre, l'outil pour organiser ce dialogue et permettre une coopération durable entre les différents acteurs. Merci beaucoup, Tiffaine. Alors, si vous avez des questions, on les prendra à la suite de la deuxième intervention, mais on prendra un petit temps d'échange. Mais merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il y a d'autres territoires qui sont présents aussi dans les participants, donc n'hésitez pas à nous donner des exemples si vous avez d'autres exemples sur vos territoires. Merci, Tiffaine. Et je donne la parole à Alizé. Merci beaucoup, Anna. Vous m'entendez, ça va? Tu me fais un petit... Ouais, c'est bon. Trop bien. Du coup, peut-être tu peux rester sur la slide d'avant, juste Anna, une seconde. Peut-être pour juste repréciser par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre de Tiffaine. Là, on va prendre un petit pas de côté parce que là, on était sur un projet vraiment très chouette à entendre, très opérationnel sur les terrains. Là, juste, on prend un petit pas de côté dans le sens où on va être, ce que je vais vous présenter, c'est un projet très exploratoire pour l'instant. Et on va dire que donc on va évoquer un peu les questions de grande distribution et comment est-ce qu'on pourrait travailler avec ces acteurs à l'échelle des territoires et bien sûr travailler avec cet acteur sur les questions de la place de la viande, sur les questions d'approvisionnement, d'évolution de l'offre, en disant que c'est un petit peu le Graal, in fine, et je ne prétends pas du tout que là, on a vraiment des choses très concrètes à présenter, d'actions qui ont permis d'eux encore, mais l'idée, c'est de vous montrer, de vous partager un petit peu des travaux qui permettent de faire des premiers pas dans cette direction dans la suite des travaux. Je vais m'expliquer un petit peu mieux dans un instant. Et donc, si tu veux bien effectivement passer. Donc là, c'est juste pour vous recontextualiser. Donc, l'Alliance Alta, depuis qui a été lancée donc en septembre 2022, rassemble aujourd'hui à peu près 170 alliés. Donc, par alliés, c'est des associations, des collectivités territoriales, des entreprises, des chercheurs. L'idée, c'est de rassembler vraiment cette diversité de secteurs.
dans une approche très systémique de l'alimentation à l'échelle des territoires. Donc, comment est-ce que identifier les différents leviers d'action qui peuvent être mobilisés par cette diversité d'acteurs. Et donc, il y a le cadre d'action des environnements alimentaires qui a été pensé collectivement. Et à travers, là, je vous ai mis divers ateliers, des temps de travaux collectifs avec des projets pilotes voilà, qui ont lieu tout au long ces dernières années et qui a donné lieu à une boîte à outils que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc, une boîte à outils pour accompagner ces acteurs des territoires à faire évoluer les environnements alimentaires vers des assiettes plus durables et plus végétales. Il y a quand même ce fil rouge qui guide les travaux. Et je voulais vous dire ça puisque donc dans le cadre de l'identification de ces différents leviers d'action, il y a aussi beaucoup d'initiatives inspirantes qui ont été identifiées et que vous pouvez retrouver. Ces travaux ont permis d'identifier des sujets sur lesquels on manquait de ressources, sur lesquels c'est vraiment identifier des trous dans la raquette pour transformer de manière systémique ces environnements alimentaires. Notamment le sujet de la grande distribution, c'est le premier qui est ressorti, avec des alliés et partenaires qui participaient à ces discussions, qui disaient, en fait, oui, on reconnaît que c'est un enjeu majeur sur les territoires, mais on n'a pas de ressources, pas de billes pour engager un peu ces réflexions, aller vers ces acteurs, etc. Idem, le sujet de la restauration commerciale qui a été mentionné tout à l'heure, pareil. Et donc sur ce sujet de la grande distribution, c'est effectivement de se dire, c'est un acteur qui a a priori un impact fort à l'échelle des territoires, mais la grande question, c'est est-ce qu'il y a des leviers d'action à cette échelle qui peuvent être mobilisés, soit par les magasins eux-mêmes, soit par les acteurs des territoires. Donc ça, c'était les questions à la base de ce projet, donc qui a duré 2024-2025, porté par l'Alliance Alta et en partenariat notamment avec Let's Food. Du coup, qui a donné lieu à des groupes de travail avec des porteurs de projets pilotes. Et il y a notamment le Club Romo de l'alimentation et Aude qui est avec nous aujourd'hui, qui a participé à ce groupe de travail. Il y a eu des entretiens, différents ateliers, et ça a donné lieu à des premières pistes que je vais vous présenter très succinctement là aujourd'hui, mais c'est pour vous donner des idées, notamment pour identifier, ok, déjà, quelle influence de la grande distribution sur les environnements alimentaires. Là, si tu veux bien passer la diapo, Anna, s'il te plaît. Et notamment de se dire comment est-ce qu'elle peut contribuer à les façonner de manière positive ou de manière plus impactante, plus négative. Et donc, il y a eu ce travail d'identification de différents leviers et pistes d'action concrets, de se dire, on sait qu'il y a, par exemple, des impacts sur l'environnement socio-économique, l'accessibilité économique des produits, par exemple, à travers les promotions. Qu'est-ce qu'il y a, quel levier existe entre les mains vraiment des magasins directement. Et on a cherché à objectiver un petit peu ça en se disant, c'est quoi la marge de progression possible? Donc là, c'est un peu une sorte de première... c'est pour situer un peu le positionnement d'un magasin. Pour préciser, donc cet outil, c'est complètement un prototype. Il est destiné aux acteurs de territoire, donc collectivités territoriales, associations, etc. Donc c'est une première base pour avoir un peu une vision globale de quelle est l'influence et qu'est-ce qui pourrait être, quelles pourraient être les marges de manœuvre, par exemple de directeurs de magasins, de chefs de rayon des supermarchés sur son territoire. Donc, comme je disais, c'est vraiment un prototype qui va, dans un second temps, avoir besoin d'être testé et éprouvé sur les territoires. Tu peux passer à la diapo, Anna, s'il te plaît. Donc ça, c'est un petit peu un aperçu des différents environnements alimentaires impactés par, ou en tout cas où il y a une influence de la grande distribution à l'échelle locale, autant sur, par exemple, les représentations et les imaginaires alimentaires, que sur les systèmes de production et les filières, les paysages alimentaires, etc. Et derrière, on a essayé de relier aux différents leviers qui pouvaient être mobilisés par les magasins. Et en fait, ce travail-là, c'est aussi une manière
de nourrir de donner des éléments de langage et des argumentaires aussi pour aller vers un dialogue avec les magasins sur son territoire. Mais du coup, une fois qu'on a ça, il y a quand même tout un travail d'acculturation et d'interconnaissance qui demande à être mis en place avant de rentrer dans le vif du sujet, par exemple de la question des promotions, de la politique de promotion mise en place par un magasin. Et donc, il y a eu un autre travail qui est un peu un guide méthodologique pour apprivoiser un petit peu ce document. Et tu peux passer la diapo, Anna, s'il te plaît. Donc, un guide méthodologique pour aller vers un outil de dialogue entre acteurs engagés sur les territoires et magasins, avec donc des fiches d'enseigne pour avoir un petit peu des premiers éléments pour comprendre les différents fonctionnements des enseignes, et aussi un bloc interconnaissance avec juste des conseils pratico-pratiques pour entrer en contact avec les magasins. Pensez par exemple à la saisonnalité de l'activité, se dire est-ce que peut-être je vais dans un premier temps cibler un magasin qui est plutôt en bonne santé économique plutôt qu'un magasin qui est en difficulté parce que voilà, la réceptivité va pas être la même, etc. Enfin, des différents tips, on va dire, un petit peu comme ça. Et donc avec les leviers et pistes d'action que je mentionnais, et là où on a pu les trouver, illustrés par des exemples quand on a pu les trouver. D'ailleurs, petit appel, si ce que je vous dis vous parle et que ça fait écho à des choses que des projets ou des initiatives dont vous avez connaissance, on est très preneurs et preneuses d'avoir connaissance de ces initiatives pour pouvoir les repartager largement, parce que aussi c'est comme ça que ça va pouvoir faire un petit peu boule de neige et montrer que c'est possible, ou que en tout cas, voilà. Donc, il y a un temps prévu aussi dans la semaine prochaine. Je vais vous en parler dans un instant si vous voulez participer. Mais je veux bien que tu passes, Anna, la diapo d'après. Donc ça, c'était juste pour vous donner une idée à droite, une fiche enseigne et une partie du bloc interconnaissance de ce guide méthodologique, vraiment à destination des acteurs qu'on appelle les acteurs engagés sur les territoires, associations, collectivités territoriales, etc. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est toujours un prototype qui a vocation à être testé dans la suite du projet. Tu peux passer, Anna, s'il te plaît. Là, je vous ai juste mis les 4 porteurs de projets pilotes avec lesquels on a travaillé dans le cadre d'un groupe de travail là, sur une année, donc avec donc Aude qui est présente pour le Club de Roma d'alimentation, qui ont ce groupe de travail, il a été constitué suite à un appel à manifestation d'intérêt, et ça nous a permis de suivre en fait des expérimentations de leviers d'action de ces différents acteurs qui tentaient des actions, des mobilisations, des dialogues avec des acteurs de la grande distribution sur leur territoire. Donc ça nous a permis de voir un petit peu les dynamiques en cours, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, voilà, dans un premier temps, et ça nous a permis de commencer à identifier des leviers d'action. Tu peux passer, s'il te plaît, Anna. Des leviers, pour le coup, cette fois, plutôt entre les mains des acteurs territoriaux. Donc, ton micro qui frotte, pardon. Pardon, désolée. Donc plutôt de ces acteurs-là. Et donc, ces travaux-là, vous pouvez les retrouver là aujourd'hui dans la boîte à outils d'Alta. Il y a plusieurs axes. Donc c'est l'axe Agir sur les circuits de distribution. Vous pouvez regarder un peu le détail de ces différents axes avec les différents leviers d'action, pardon. Et donc ça, c'est un peu pour se donner, et ça va être amené à être enrichi, nourri, ça va évoluer, etc. Mais c'est des premiers leviers d'action pour commencer à créer des espaces de rencontre et de dialogue, ou des premiers partenariats économiques, ou voire même identifier là où il peut y avoir des opportunités d'encadrement de certaines pratiques, par exemple, qui vont dans le sens d'embarquer la grande distribution dans les politiques agricoles et alimentaires et la stratégie d'un territoire. Et par exemple, sur cet axe 3, sur l'encadrement, par exemple, il y a un exemple autour à Grenoble d'un magasin qui, donc, à travers sa demande d'autorisation d'enseigne qui doit être faite, a vu sa proposition un peu revisitée et retoquée par
par l'instant, je ne sais plus si c'était à la ville, il faudrait que je revoie l'exemple, mais en tout cas, la demande avait été pour un affichage d'enseigne autour de la promotion des produits carnés, donc charcuterie, viande, charcuterie, fromage, etc. Et donc, il y a une demande de se dire, en fait, là, ça impacte l'environnement socioculturel, ça impacte les représentations qu'on se fait, la désirabilité des différents produits. Du coup, là, sur cette demande-là, on vous demande plutôt que d'afficher ce type de produit, d'afficher par exemple des produits végétaux, des fruits, des légumes, pour aussi, voilà, ça a un impact non négligeable sur les représentations. Donc c'est juste un exemple comme ça. Ouais, j'ai 2 minutes. Ouais, parfait. Merci Louison. Une minute, ok, très bien. Oui. Donc, je vous laisserai découvrir ces leviers d'action, là. Tu peux passer la diapo, Anna, s'il te plaît. Donc, je mentionnais, donc ça, c'était un premier projet vraiment très exploratoire. On va aller dans une phase plutôt d'expérimentation à travers un projet qui est coporté par Let's Food et Alta, donc au sein d'Alta, avec voilà, différents tests et accompagnement de territoires pilotes. Donc, s'il y a des choses si ça vous parle aussi, du coup, je vous invite à vous rapprocher, peut-être à vous inscrire sur la liste d'infos d'Alta, le bulletin d'infos que vous pouvez retrouver sur le site. Donc voilà, il y a une suite qui arrive. Là, on est vraiment aux prémices et on va avancer petit à petit. Tu peux passer la diapo, Anna, s'il te plaît, et je vais conclure, je crois, là-dessus. Là, c'était pour vous partager un peu les premières ressources qu'on a, et notamment les 4 fiches de retour d'expérience des 4 projets pilotes qu'on a mis en ligne là très récemment. Un premier atelier qu'on avait organisé, et donc le 17 juin, donc la semaine prochaine, on organise un atelier un petit peu de restitution de tous ces travaux, mais du coup, on aura un petit peu plus le temps que là en 7 minutes. Pour explorer un peu ces leviers d'action pour agir à l'échelle des territoires. Donc, je vous invite à vous inscrire. Pareil, vous trouvez les infos sur le site Alta. Et je crois qu'il y a une dernière diapo juste d'infos. Et voilà, si vous voulez nous contacter ou vous inscrire au bulletin, c'est à ce lien-là. Et merci beaucoup. Et je m'excuse d'avance parce que j'ai un impératif. Je dois vous laisser très prochainement, mais peut-être que Anna et Louison pourront prendre certaines questions. Et sinon, je les prendrai par la suite. Je suis désolée, mais merci beaucoup de votre attention. Est-ce qu'il y a une question urgente pour Alizé dans le chat? Il y avait une question, mais auquel tu as apparemment répondu. Si on a creusé les liens, les leviers, pardon, centrale enseigne vs local magasin. Donc, une autre question, parce qu'apparemment tu as déjà répondu, mais tu peux recompléter si tu souhaites. Et une deuxième question, étant donné que ce webinaire est plutôt centré sur les filières d'élevage, qu'avez-vous remarqué quant aux bonnes pratiques pour valoriser ces filières locales en GMS? Et après, on va prendre des questions pour Tiffany. Alors pour l'instant, enfin ces travaux, comme je disais, il n'y a pas on n'a pas encore, disons qu'il n'y avait pas un angle spécifique sur les filières d'élevage et viande, mais ça donnait, la manière dont c'était, on avait construit un petit peu avec Anna et l'organisation, c'était de se dire, comment aller vers, et dans un premier temps, le aller vers, c'est engager un dialogue. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a des exemples dans la publication, quelques exemples dans la publication de Let's Food à ce sujet-là, donc peut-être même que Anna, tu pourras préciser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une valorisation plutôt de la viande française en GMS, qui ne va pas forcément toujours avec de qualité derrière. Donc il y a un peu cette vigilance, je pense, à avoir. Et sachant que c'est un sujet quand même, je ne l'ai pas précisé au début, mais qui est assez potentiellement, comment dire, engageant, puisque, comme le disait Anna, la viande, c'est vraiment au cœur de l'économie française, mais c'est aussi au cœur du modèle économique actuel de la GMS, puisque c'est un des rares rayons aujourd'hui qui est profitable. Et du coup, il y a un enjeu fort là-dessus, mais il y a aussi beaucoup d'insécurité pour la GMS liée à ces rayons-là, puisqu'il y a
en termes sanitaires, en termes de risques sanitaires, de volatilité des prix de l'alimentation animale, etc. Donc c'est aussi donc il y a des enjeux assez forts là-dessus. Donc pour l'instant, on n'a pas de bonnes pratiques en tant que telles encore à valoriser, mais on espère que ça va justement pouvoir venir dans la suite du projet. Effectivement, on sera attentive à ces thématiques-là sur le deuxième projet GMS. Merci beaucoup, Alizé. Et je vais prendre une dernière question pour Tiffaine et passer à la troisième partie pour rester dans les temps. Est-ce que Tiffaine, tu es encore avec nous? Oui, Et la question que je retrouve, quels sont les différents collèges composant la gouvernance de la SIC? Une utilisation de cet outil implique-t-il d'entrer dans la SIC ou la signature de la charte suffit-elle? Peut-être l'avais-tu vu? alors oui. Alors, les différents collèges, il y a le collège salarié, le collège utilisateur, donc utilisateur de l'outil, qui va être en grande partie donc les agriculteurs. Il y a le troisième collège, ça va être le collège collectivité. Et enfin, il y a quatrième collège, autres contributeurs. Donc là, actuellement, il y a le lycée agricole, notamment de Poitiers-Venours, qui fait partie de ce collège-là. Donc, pour utiliser l'outil, alors, soit donc la priorité sera donnée aux associés, auquel cas il y aura donc la signature de la charte et l'adhésion, enfin la prise de part. Ensuite, il y a également la possibilité de faire de la prestation. Donc, il y a des agriculteurs du territoire qui ne souhaitent pas s'associer, mais qui souhaitent de temps en temps faire découper leur viande. Là, ça sera possible. Et dans ce cas-là, on n'aura pas la possibilité d'avoir un droit, enfin, on n'aura pas la possibilité de regarder les conditions, les pratiques d'élevage. Mais c'est priorité aux associés de la SIC. Et puis le cahier des charges sur lequel on travaille, donc avec là des conditions d'élevage. Alors c'est un cahier des charges pour le moment sur l'élevage bovin. Et ça, on est parti donc il y a eu la décision de faire ce cahier des charges dans l'objectif de répondre à la demande de la restauration collective. Parce que pour le moment, la restauration collective va s'approvisionner surtout en viande bovine. Et donc là, les éleveurs actuellement associés n'ont pas tous la possibilité de fournir la Restocco. Ils ne sont pas suffisamment nombreux en élevage bovin. Donc, ils ont évoqué le fait d'acheter des carcasses à d'autres éleveurs du territoire. Mais pour cela, ça doit être des éleveurs qui respectent des conditions d'élevage très précises. Et donc, c'est là-dessus qu'on travaille pour le cahier des charges. Je ne sais pas si c'est clair. Merci beaucoup, Tiffany. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer dans le chat. Donc, Alizé doit partir, mais les autres intervenants restent. Donc, n'hésitez pas à compléter. On va passer à la troisième partie sur les 20 minutes qui nous restent. Produire différemment la place des protéines végétales. Et je donne tout de suite la parole à notre autre partenaire, donc Jessie Baudry et Intervec, que j'ai présenté au début, mais tu peux bien sûr représenter Jessie si tu veux. Ça marche super. Merci beaucoup, Anna. En tout cas, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être ici avec vous. Et c'est précieux qu'il y ait des espaces comme ça de discussion et d'échange et de présentation des différents travaux. Donc, merci aussi Let's Food en général pour l'organisation de ce webinaire, cette série de webinaires. Donc, pour me présenter, Jessie Baudry, donc je travaille dans la coalition qui s'appelle Intervec, qui est une coalition de marques qui produisent des alternatives végétales afin de mener des actions pré-compétitives et collaboratives pour accélérer la demande du végétal. Donc, trois actions principales. Une d'organiser temps fort de communication et promotionnelle sur le végétal, une deuxième de travailler avec la grande distribution pour accélérer la diversification protéique dans une approche moins mais mieux avec ces acteurs, et une troisième plus d'activité d'affaires publiques en fonction des sujets qui concernent vraiment la catégorie de ces produits. Euh, voilà, slide suivante. Et donc la raison, le cadre aujourd'hui d'intervention est celui de pouvoir vous présenter et humblement à l'échelle des organisations qui sont membres d'Interveg, la façon dont une entreprise qui produit donc des produits finis, donc qui est positionnée sur la chaîne de valeur au niveau de la deuxième transformation, elle peut contribuer à structurer des filières légumineuses locales, territoriales, à l'échelle du territoire français. Donc pour
parler un peu, présenter qui sont les entreprises d'abord au sein du réseau Intervec. Donc aujourd'hui, c'est 6 marques françaises qui sont dans la coalition. Donc elles sont nommées ici Accro, Lavi, Apivor, Arienco, Bjorg et Swap. Et voilà, toutes représentent à peu près 1000 emplois qui sont directs. Non, les chiffres sont pas parfaitement exacts. C'est plutôt 1000 emplois directs avec notamment c'est plutôt les chiffres indirects ici, ça fait à peu près 500 en direct. En tout cas, ça donne l'ordre de grandeur. Voilà, la croissance du marché, elle se poursuit. Donc, on est sur des structures ancrées nationalement qui représentent des emplois en France, directs et indirects, sur voilà, un marché qui est en développement. Et on va le voir sur la slide suivante, quelques acteurs qui ont déjà engagé des phases de consolidation, de structuration de filière sur l'échelle française. Et donc, je vais commencer par le cas d'Arienco, qui a décidé de prendre des engagements de se sourcer en légumineuses 100% françaises. Donc, pour ça, l'entreprise s'est engagée avec deux coopératives qui, elles se sourcent localement, labellisées bioéquitables et agriéthiques, qui sont Cavac et Calisol. Et depuis 2021, l'entreprise a décidé d'aller plus loin en étant force de création d'une propre filière de légumineuses bio et qui est située à 100 km de l'unité de production, donc de l'endroit où Arielco produit ses alternatives végétales. Et donc aujourd'hui, ça représente à peu près une quinzaine d'agriculteurs et 50 hectares. Et l'organisation, l'entreprise a pu mettre en place des accords en direct sur les prix et des engagements pluriannuels avec les agriculteurs. Donc ça permet ainsi de sécuriser la valorisation de la production agricole avec ces agriculteurs avec lesquels ils ont travaillé pour développer ces filières-là sur plusieurs années. Euh, et donc voilà, une grosse diversité de sources protéiques qui sont valorisées par l'entreprise, autant pois chiches, lentilles vertes, lentilles corail, haricots rouges, pois, févroles, fèves et blé. Et, voilà, ça illustre bien que ce cas, cet exemple d'entreprise qui répond à la demande du consommateur, qui, on l'a vu, est un marché en croissance, et donc l'entreprise répond à cette croissance, donc elle-même, elle monte en taille, et par cette croissance, elle permet de utiliser de la production agricole qui est la plus territorialisée possible pour créer la chaîne de valeur la plus intégrée possible. Euh, donc voilà, c'est un bel exemple aussi de comment est-ce que dans le développement, dans la tendance de développement du végétal ou d'avoir une alimentation plus végétale, comment est-ce que cette augmentation de la demande se fait au profit de la structuration de filières locales et pas seulement juste des entreprises qui transforment, mais aussi des agriculteurs qui produisent pour vraiment avoir la chaîne de valeur la plus intégrée possible. Et donc un bon exemple inspirant à dupliquer. Et donc là, je suis rentré spécifiquement dans le détail de cette entreprise. Et si on passe sur la slide suivante, non, on reste pardon sur cette entreprise. J'ai été trop rapide. Voilà, ici ça redonne en tout cas les grands bénéfices à avoir cette approche-là, autant pour les agriculteurs que pour la compétitivité européenne de la France. Donc ça permet de gagner en souveraineté en relocalisant la production de protéines végétales, en sécurisant aussi les revenus agriculteurs du territoire et en maintenant voilà, la valeur ajoutée dans les zones agricoles et qui sont situées en plus proches du bassin de production. Ouais, et donc si vous voulez des exemples des agriculteurs, vous pouvez aller sur le site directement de Arienco qui a fait différentes vidéos illustrant les agriculteurs avec lesquels ils travaillent et comment est-ce que la relation de travail s'est établie et vous avez la prise de parole directe de ces agriculteurs qui est faite avec les fondateurs de l'entreprise Arienco. Et donc là, voilà, je suis parti sur un exemple isolé parmi quelques acteurs, mais en tout cas, c'est une démarche dans laquelle plusieurs entreprises s'engagent au plus. Et donc, je peux parler du cas de Accro, qui est donc une entreprise située dans les Hauts-de-France, en comparaison de Arienco que j'ai présenté, qui est située proche de Lyon, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'entreprise Accro, elle, s'est engagée à valoriser du blé et du pois, pardon, issus de cultures dans les Hauts-de-France. Donc voilà, là aussi,
raccourcir au maximum les chaînes de valeur entre les différents intermédiaires sur la chaîne. Et on peut aussi citer le cas de Apivore qui a décidé lui de d'ancrer son unité industrielle à Chevilly, qui est dans la région centre, pour profiter du bassin agricole qui est riche en légumineuses. Aujourd'hui, dans la réalité de la valorisation, il y a encore des difficultés agroéconomiques pour pouvoir vraiment valoriser à 100% des légumineuses locales dans ces unités de transformation. En tout cas, la trajectoire et la volonté, elle est celle-ci. Et ensuite, ça se travaille main dans la main avec les chambres d'agriculture avec lesquelles ces entreprises sont en échange. Mais voilà, il y a aussi quand même quelques freins. Mais en tout cas, ça permet d'illustrer que c'est une voie de valorisation pour les agriculteurs, hein, ces produits-là, et qu'elles travaillent main dans la main quand elles le peuvent, avec les agriculteurs du territoire, et y compris avec ceux qui sont en polyculture élevage et sans aucune opposition avec ces filières-là, qui peut être faite assez facilement en opposant des filières d'alternatives végétales avec des filières d'élevage, mais au final, la réalité agricole est celle de une production agricole vient notamment pour des filières polyculture élevage d'acteurs qui se sont diversifiés et qui font les deux productions. Donc l'opposition, elle n'a pas beaucoup de sens si on revient vraiment à la matière première agricole initiale et ceux qui font de la production pour être valorisés autant en alimentation humaine ou animale ou même en production animale directe. Et tu conclus sur... Et voilà, je conclus un peu sur ce mot de fin. Et avec plaisir de Bah, prendre vos questions par la suite où tu me dis, Anna, comment tu veux gérer. ouais, merci beaucoup. Bah, merci pour ta présentation. Je pense qu'on va écouter Arthur et qu'on prendra les questions en fin de partie si ça te convient. Merci encore. Et donc, la parole à Arthur. Je te laisse Oui, représenter ta université si tu le souhaites. bon, alors très rapidement, merci Anna. Pour représenter la structure dans laquelle je suis, c'est Terre Univia, du coup une interprofession qui travaille sur les huiles et protéines végétales. Donc on est un petit peu le pendant Oléopro de Interbev et Interfel pour ceux qui souhaiteraient replacer ça. Moi je travaille spécifiquement sur la structuration des filières légumineuses. Donc ça fera écho à ce que Jessie vient de présenter à travers tout un tas de travaux. Voilà. Peut-être un mot sur la période actuelle où on entend beaucoup parler de souveraineté alimentaire sur d'aspects différents. Il y a eu récemment les conférences de la souveraineté alimentaire. Je m'étais dit que ce serait plutôt intéressant de revenir sur la feuille de route qui a été envisagée côté légumineuse. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Anna. Bon, c'est pas une nouveauté hein, en termes de dépendance aux importations sur les légumineuses, notamment à destination de l'élevage, mais aussi à destination de l'alimentation animale. On a encore du travail à réaliser. Des travaux sont déjà lancés, mais on est encore loin du chemin, loin de la fin du chemin. On se retrouve avec des objectifs à 10 ans qui peuvent être présentés selon 4 plus de souveraineté, plus d'autonomie, plus de diversification et plus de robustesse et de résilience. Au sujet des légumineuses, l'objectif, c'est de réduire de 8 à 10 points notre dépendance aux tourteaux importés. Derrière tourteaux importés, on voit rapidement le soja d'Amérique du Sud notamment émerger. Fournir des matières premières riches en protéines et à destination de l'alimentation des filières animales en croissance, mais aussi de l'alimentation humaine, pardon. Parce que bon, le sujet de la structuration des filières légumineuses touche autant aux filières animales qu'aux filières humaines. Il est rare de manger un bout de viande qui n'aurait pas, à un moment ou à un autre, consommé une légumineuse. Et puis, l'idée, c'est d'atteindre l'autosuffisance en légumineuses à graines pour la consommation humaine. Là encore, dans le cas des lentilles, par exemple, on dépend à hauteur de quasiment 40% de volume importé, bon, essentiellement du Canada. L'idée, c'est aussi, au milieu de tout ça, de diversifier les assolements, d'adapter et d'optimiser les systèmes de culture sur fortes contraintes de changement climatique, parce que bah, les légumineuses permettent de régler pas mal de problèmes, que ce soit des problèmes agronomiques, mais aussi des problèmes liés à la santé, liés à la consommation. Mais en fait, le revers de la médaille d'être une réponse à beaucoup de problèmes, c'est de devoir tous les gérer en même temps. Et c'est un peu bah, là-dessus que les objectifs ont été définis, avec un objectif de 500 000 hectares de légumineuses en plus et puis un maintien des 2 millions d'hectares de colza et de tournesol, notamment pour faire des tourteaux aussi à destination des rations et des protéines dans les rations animales.
Donc, pour aller assez rapidement, le plan de souveraineté en question, il y a 10 mesures stratégiques déclinées partout en France. C'est là qu'on retrouve un peu la dimension territoriale, avec évidemment, sans doute, assurer un revenu compétitif aux producteurs. C'est naïf d'imaginer que les agriculteurs vont d'eux-mêmes planter des légumineuses si à la fin ils ne trouvent pas leur rentabilité économique. Donc ça peut prendre la forme de plein de choses différentes, hein, la création de mesures miroirs avec des pays tiers, des outils de gestion des risques, hein, avec le changement climatique, on le voit, les aléas, les hautes températures, mais aussi les périodes d'inondation, hein, impactent forcément les rendements. Engager une transition écologique gagnante, bon, sujet de la rémunération, de primes filières, primes légumineuses, beaucoup de choses associées. Des mesures évidemment à soutenir en faveur des performances techniques et économiques. Là, on pense assez rapidement au soutien public lié à la structuration des filières. Moi, je travaille particulièrement sur le plan protéines associé à la production, mais on sait aussi que la loi Egalim viendra aussi renforcer les sujets de débouchés là-dessus. Donc, c'est un jeu un peu d'équilibriste sur lequel il faut arriver à se reposer pour favoriser tout le monde, histoire que tout le monde s'y retrouve. Bon, tout ça passera évidemment par l'innovation agronomique et variétale, hein. À titre d'exemple, la variété la plus utilisée de lentilles a été inscrite en 1960, au début des années 60. Donc il y a quand même le climat et les conditions de production sont plus les mêmes, hein. Pour autant, les variétés ont du mal à bouger. Donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus, hein. Je parle de la lentille, mais sur le pois, la févrole et puis les légumes secs au global, du travail doit être fait. Bon, stimuler la demande et valoriser l'origine France, ça, bah, en lisant les commentaires, je crois que tout le monde suit un peu ce sujet-là, hein. La demande, c'est vraiment ce qui va tirer la production. C'est un peu le jeu de l'œuf ou la poule. Les producteurs attendent de savoir s'il y a de la demande et les transformateurs exigent des volumes avant de se lancer. Donc c'est un peu un jeu où on est un peu au milieu. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde ressent un peu ça dans les commentaires. Et puis bah, tous les sujets de modernisation d'infrastructures, tout ça. Voilà. Enfin, et le dernier élément, c'est la gouvernance avec le gouvernement et puis les différentes échelles, qu'on soit au département, à la région ou au national, tout ça exige un maillage et un réseau important. Voilà. Si on passe à la slide suivante. Voilà, pour faire écho un petit peu à ce que Jessie a présenté, moi l'idée c'était peut-être de me placer un petit peu en amont et de prendre un peu quelques cas d'entreprises qui permettent de structurer des filières légumineuses en région. Donc, je vais vous en présenter trois assez rapidement sur des légumineuses différentes. Voilà. La première sera, et Jessie, je pense que tu la connais, c'est la structure Intact Régénérative, donc qui est basée en Centre-Val de Loire et qui a pour objectif de produire des protéines végétales, donc essentiellement de pois pour l'instant et peut-être aussi de févrole dans un second temps, mais aussi à partir d'un procédé technologique de développer de l'alcool neutre grâce à une technologie bas carbone. Si on passe à la slide suivante. En résumé, l'idée, c'est de produire des ingrédients à destination des secteurs alimentaires, en premier lieu, donc bah, notamment Apivore que tu as présenté, Jessie, en proposant bah, du coup des protéines extrudées, et un des coproduits aussi d'arriver à le valoriser d'une manière qui soit la plus rentable possible, à savoir de l'alcool neutre, qui est pour le moment et qui vise à être utilisé par Guerlain, notamment, donc de la parfumerie de luxe, et puis Cointreau, pour ceux qui connaissent dans l'Ouest, un alcool des plus connus, grâce à des procédés d'extraction par voie sèche. Bon, bah, je voyais dans les commentaires aussi, oui, l'aspect rentabilité, il ne doit pas être réfléchi uniquement pour la société intacte, mais aussi pour impliquer en fait et montrer aux acteurs de la production, les agriculteurs, qu'il y a des débouchés en fait pour ces cultures-là. À titre d'exemple, on est actuellement à 1600 producteurs impliqués pour alimenter l'usine en pois et en févrole. Et puis, si on parle de surface, on est entre 6500 et 10 000 hectares de pois et févrole contractualisés, parce qu'en fait, bah, l'usine, elle a besoin de voir à long terme et de s'assurer des volumes. Donc, elle va demander à la coopérative qui est ici Accéréal de s'engager sur des volumes à fournir. Et du coup, à partir de là, Accéréal va demander à ses agriculteurs de s'engager aussi. Et du coup, des tunnels de prix et une manière de s'assurer à long terme auprès des agriculteurs peut être fait, quoi. Donc, à partir de là, on a un soutien qui est fait sur le prix, mais on a un soutien aussi qui est celui d'une assurance pour les coûts de production. Donc voilà, on voit que en fait, cette production industrielle, elle permet de tirer la production en tant que telle sur le territoire. Et puis, du coup, pour faire écho à ce que disait Jessie, bah, si c'est réutilisé ensuite dans des produits qui fonctionnent bien, on s'y retrouve. Si on passe à la suivante, je vois l'heure qui tourne, hein, je vais me dépêcher. Une autre initiative, c'est dans les Hauts-de-France, Novial, qui ici répond à l'exigence de produire français en essayant de produire des protéines végétales locales
qui serait censé remplacer une partie du soja dans les rations des animaux d'élevage. On pense ici au soja déforestant d'Amérique du Sud. Si on passe à la à la slide suivante, pardon. L'initiative là vise du coup à rassembler des distributeurs. Dans l'autre cas ici, il y a Lidl, Auchan et Groupement Mousquetaire qui s'engagent du coup à mettre en rayon une gamme de produits qui seraient des produits, notamment des œufs comme on voit à droite, dont les rations des poules pondeuses auraient été enrichies en légumineuses locales, donc avec un impact carbone minime et qui permet aussi de soutenir la production de légumineuses dans cette région-là. Encore une fois, on le retrouve, hein, le terme contrat pluriannuel, hein, c'est vraiment un sujet qui revient. Les agriculteurs s'engageront et veulent s'engager s'ils peuvent avoir aussi une vision à long terme, hein. Les légumineuses, c'est des filières en construction et il y a besoin de se projeter, hein, et de s'assurer ça à long terme. Si on continue, du coup, avec un dernier exemple, alors là, sur une culture, disons mineure, ça va être sur du lupin, avec une initiative portée par une coopérative qui s'appelle Terrena, pardon, qui a une entreprise pilote Inveja qui vise à développer du coup des débouchés à base de lupin. Donc, comme je disais, c'est une filiale du groupe Terrena qui s'appuie pour le moment sur 3 sites de production, un basé en France, un aux Pays-Bas. Un bel exemple aussi de montrer l'importance de la structuration de filière en France. Pour l'instant, la filière lupin en France n'est pas suffisante pour créer pour subvenir aux besoins de l'acteur industriel. Un point sur le lupin qui a un effet du coup émulsifiant, ovoremplaceur et tout un tas d'intérêts en plus du taux protéique important, hein. Le lupin, c'est juste en dessous du soja, la graine qui contient le plus de protéines. Et puis, bah, évidemment, le travail en cours pour développer la filière française et essayer petit à petit de remplacer les imports, parce que là, j'ai marqué Pays-Bas, mais en fait, c'est le port d'Anvers qui reçoit du lupin d'Australie pour le moment. Donc l'idée, ce serait de développer des pâtes enrichies en lupin français. À titre d'exemple, l'industriel en question Inveja aurait besoin de 6 000 tonnes annuelles de lupin. L'approvisionnement français représente pour l'instant 4 500 tonnes. Donc il y a encore une marge de progression et en plus le débouché existe. Donc là, c'est un exemple de chemin encore à accomplir, mais sur lequel on s'est déjà mis en route. Voilà. Il va falloir C'était conclure. comment? Il va falloir conclure, mais c'était peut-être la fin. C'est ce que je vais faire maintenant Ah, et parfait. en vous invitant à poser des questions. Ben merci, merci à tous les intervenants, merci Arthur. Je pense qu'on a déjà couvert une grosse partie du sujet, effectivement, du produire moins, mieux et différemment. Il y a peut-être une question de Nicolas qui est parti, mais sur la structuration de filière permet-elle d'aider les éleveurs à se reconvertir ou du moins à se diversifier? Donc, t'en parlais un petit peu de cette question de l'offre et la demande qui se regarde un petit peu pour savoir qui démarre, mais peut-être que vous voudrez tous les deux répondre. Et une dernière question sur laquelle on va conclure, est-ce que vous accompagnez les collectivités qui souhaiteraient mettre en place des PSE sur l'autonomie alimentaire des exploitations, développement des légumineuses pour l'alimentation animale? Je vous laisse décider qui veut répondre. Jessie, si tu as des billes sur la première question de Nicolas, peut-être? Alors, je veux bien revoir la question numéro 1. Désolé, Alors, j'ai la pas. première question, c'est est-ce que la structuration de filière permet d'aider des éleveurs à se reconvertir ou du moins à se diversifier? C'est sûr que ça fait bien écho avec ce que C'est Silver avait super, présenté au tout oui. début. Où, voilà. Euh, Il n'y a pas des cas et des solutions uniques et des réponses simples à donner. Est-ce que j'ai des exemples en tête? Je Pas à date, j'ai pas assez ces données-là, donc je préférerais pas y répondre. Mais ouais, je pense que du coup, c'est plutôt Silver qui est bon à répondre à ce genre de questions, vraiment de passage d'un modèle de production animal à végétal ou animal à De animal diversification. qualité, Mm. de plus forte qualité ou juste plus de végétal dans le total. Voilà. Après, bon, ce que vous avez montré, c'est qu'effectivement, il y a une demande qui se structure, en tout cas. Oui, il y en a une. Et après, par contre, ce qui se fait, ce qui est présenté, et là, n'hésitez pas à voir les exemples de Harry Co avec différents agriculteurs. Il y avait des agriculteurs dont la part du végétal dans leur production agricole était différente de celle qu'elle est suite au partenariat qu'ils ont pu établir avec Harry Co. Donc, c'est voilà l'exemple de
comment en travaillant avec ce type de transformateur et en dealant avec des contrats avec eux, il y a possibilité de diversifier sa production agricole avec des engagements pluriannuels avec certains acteurs. Et pour compléter peut-être le fait qu'on voit émerger aussi des cultures qui étaient initialement dédiées à l'alimentation animale et qu'on voit que maintenant, par exemple, pour la févrole, on voit des marchés émergents pour l'alimentation humaine, ça peut aussi poser des questions de nouveaux débouchés. Et puis, Mm, pour le niveau diversification, oui, il y a de quoi faire. Ok. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à la deuxième question, si vous voulez contacter directement Arthur et Jessie pour qu'on puisse finir à l'heure, ou si vous voulez répondre rapidement, les garçons, dans le chat. Mais merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous les intervenants. N'hésitez pas si vous avez besoin de compléter ou si vous voulez être mis en relation avec les intervenants, on sera le plaisir de le faire. Je pense qu'ils seront contents aussi de continuer les échanges. Et le prochain webinaire, donc, c'est jeudi prochain, de 12h15 à 14h. Et ce sera sur les questions de restauration scolaire et de dialogue avec les cuisiniers et les parents d'élèves. Voilà.